Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis à Dallas au Texas. J'ai été invité ici par mon hôte du jour, que vous allez certainement pour beaucoup d'entre vous découvrir. Mais les gens qui suivent la chaîne depuis longtemps vont le reconnaître parce qu'il est déjà passé sur la chaîne au moins une ou deux fois d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui est aux États-Unis depuis pas mal d'années, qui a un parcours vraiment exceptionnel. Et avec lui, nous allons parler aujourd'hui d'immobilier. C'est quelqu'un dont le parcours aussi force l'inspiration, force le respect. Et qui aujourd'hui est justement, entre autres, dans la promotion immobilière. C'est quelque chose qui occupe une grande partie de son temps. Et en plus de la promotion immobilière, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a une véritable philosophie. C'est-à-dire qu'il ne fait pas juste la promotion pour faire de la promotion. Et vous allez vous rendre compte qu'il a une véritable philosophie, une idéologie en termes de business et d'immobilier. Et c'est de ça dont on va parler. Il est bien évidemment au courant, comme tout Internet, de la polémique qu'il y a depuis quelques jours sur l'importance de la résidence principale. Et on va en parler avec lui pour qu'il nous dise bien évidemment ce que lui, il en pense de cette situation et de quels éclairages, lui, en tant que spécialiste de l'immobilier, il peut avoir. Donc, sans plus tarder, merci beaucoup, monsieur Raphaël Diné, de nous recevoir ici au Texas, chez vous. Et déjà, peut-être pour commencer, est-ce que c'est possible de peut-être introduce yourself, te présenter? Qui est-ce que tu es? Merci Philippe et surtout bienvenue au Texas. Nous sommes très, très, très contents de t'avoir. Quand je t'ai vu, j'ai dit c'est un rêve de devenir réalité parce que tu es l'un de ceux-là qui t'est lancé vraiment dans l'éveil de conscience et surtout maintenir la diaspora avec l'Afrique. Donc, merci vraiment. Et bienvenue à Dallas et surtout à Kenton. Je suis Raphaël Diné, beaucoup plus connu sous le nom de Master Coach. Et je suis promoteur immobilier. Et puis, nous faisons un peu beaucoup plus dans la formation aussi. Donc, je suis basé à Dallas et donc, je pense que c'est la base. Ouais, on va revenir un peu sur parce qu'on va beaucoup parler de business aujourd'hui et d'immobilier. Okay. Mais je voulais qu'on entre tout de suite dans le plan, dans le sujet, avec l'actualité du moment, parce que c'est une actualité dont on a parlé un tout petit peu. Et je pense que ça peut être intéressant d'aborder ce sujet-là devant nos auditeurs, notamment, parce que la question de la maison, c'est une question très importante. Ouais. La maison dans laquelle tu vis, c'est une question très, très importante. Ouais. Je veux déjà commencer par les constats. Okay. Tu voyages beaucoup aussi. Je t'ai vu dans plusieurs pays. Tu es aux États-Unis, tu viens en Europe, tu vas en Afrique, RDC, et ainsi de suite, Cameroun et autres. Est-ce que globalement, tu as le sentiment que les Africains comprennent l'importance de la résidence principale de manière globale? C'est-à-dire ce que tu vois pour nous aujourd'hui, mais aussi les générations avant. Parce que j'ai l'impression que le rapport à la maison est en train de changer un peu. Oui, Philippe, je pense que avec l'évolution, et je pense aussi avec l'évolution et la distraction qui est dans le monde aujourd'hui, nous sommes en train un peu de dévier ce qui constituait la base. Surtout nous les Africains, nous dévions déjà un peu de ce qui constitue la base. Mais en réalité, quand tu approches d'autres cultures, ils sont vraiment en train d'appliquer ce que nos parents ont appliqué dans le passé. Parce que que tu sois en Occident ou bien en Afrique, si tu ne vis plus chez les parents, une bonne partie de tes revenus ira sur l'immobilier. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité. Et bon, maintenant, on pourra débattre, est-ce qu'il faut commencer par la maison? Est-ce qu'il faudrait sécuriser d'abord où tu habites et tout ça? Je me dis que s'il faut approcher de certains angles, on verra que ça devient même une urgence et c'est aussi stratégique pour la construction du futur. Donc, j'étais en train d'échanger avec papa parce qu'on a suivi tout ce débat, puis on était sur la table, on échangeait.
après la vidéo que vous avez eu le live de ce matin. Et papa m'a dit, non mais attends, est-ce que tu sais qu'à notre époque, tu ne pouvais même pas te marier si tu n'as pas de maison? Ah bon? Oui, il m'a dit non. C'était clair que, et si c'était comme ça, il fallait. C'était admis. Oui, il fallait avoir une maison. Donc, il fallait avoir où tu habites pour aller même demander une femme en mariage. Donc, à leur époque, c'était comme ça. Et je pense qu'au fur et à mesure que le temps passe, nous sommes en train de chiffrer la focalisation dans d'autres domaines. Et puis maintenant qu'on parle de résidence, on ne parle pas du grand château. C'est un peu, je pense que les gens sont en train de prendre ça très, très, très mal. Une observation que tu verras aussi, même avec nos grands frères, nos aînés aujourd'hui qui ont des grands châteaux, il y a toujours un studio derrière, une petite dépendance derrière. Et quand tu retraces l'histoire, tu vois qu'ils avaient acheté un terrain et ils ont fait d'abord un petit studio. Ils ont commencé dans le studio, ils ont travaillé et avec le temps, ils ont construit la grande maison devant. Ouais. Et le mécanisme ici, c'était quoi? Que si tu gagnes 100, 150 000, comme ce que j'ai suivi sur un live tout à l'heure, que tu ne gaspilles pas ces 150 000, que ça reste dans la famille, que ça reste avec toi. Parce que quand tu construis ta maison, c'est ton argent. Quand tu loues, tu donnes l'argent à quelqu'un d'autre qui a construit. Donc, je pense qu'il faut seulement regarder des différentes approches. Et puis, pour nous qui sommes à l'Occident, la plupart du temps, quand on vient, on se dit, bon, on fait vite, on rentre. Et puis, tu te retrouves avec 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'Occident. Et quand tu calcules un peu, comme ce que le banquier disait tout à l'heure sur la plateforme, je te dis que, mais attends, si je payais 800 € ou 800 $ de mortgage après 20-25 ans, j'aurais une maison. Mais si je loue pendant 20-25 ans, je n'aurais pas une maison, je n'aurais rien pour décoller. Donc, quel qu'en soit l'angle qu'on peut approcher avec, on rentre sur la base que ce sera beaucoup économique si tu essayes de faire quelque chose, même si c'est petit, pour commencer, pour démarrer, mais tu démarres rapidement dans une maison au lieu d'aller rester en location. Oui, mais Raphaël, on va te dire que les histoires des maisons, c'est pour les adultes, c'est pour les anciens, c'est pour les gens qui ont 45 ans, 50 ans. Est-ce qu'on pense à construire une maison quand on est jeune? Est-ce que ce sont les histoires des jeunes? Parce que l'un des aspects qui a beaucoup gêné les gens dans ma prise de parole, c'était le fait que j'ai mis 30 ans. Pour beaucoup de gens, dans la vie, il faut laisser les gens vivre comme ils veulent. Chacun fait les choses à son rythme. La vie, ce n'est pas une course. Chacun va pouvoir atteindre l'objectif qu'il veut atteindre dans la vie au moment où il pourra l'atteindre. Donc, hors de question de mettre un âge. Du coup, la question que je pose, Raphaël, est-ce que 30 ans, c'est vraiment un âge si impossible que ça pour être propriétaire? La réalité, Philippe, c'est que parfois, on se réfère sur l'échec, sur ceux qui ont échoué, ou sur ceux qui sont médiocres. Donc, directement, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Tchokos quand il a expliqué que quand il est parti de l'université, il allait au marché, tout le monde était chez eux, il était même choqué. Mais attends. Tous ses collègues étaient propriétaires. Tous ses collègues étaient propriétaires. Parfois, on doit se laisser challenger par ce qui est bien, par ceux-là qui sont en train de mieux faire. Tu vois, quand tu es au village, tu penses vraiment que tu es très puissant jusqu'à ce que tu arrives en ville. Et tu vois. Donc, et puis, quand on baisse la barre comme élément référentiel, on essaie de chercher l'excellence dans la médiocrité. Est-ce que tous peuvent avoir la maison? Est-ce que tous peuvent avoir la maison à l'âge de 30 ans? Peut-être pas. Il y a beaucoup de raisons. On en a qui sont handicap. C'est pas fait pour tout le monde. Mais si tu as la possibilité de le faire, tu ne le fais pas parce que tu ne t'es pas focalisé assez, c'est un problème, un sérieux problème. Aujourd'hui, par exemple, ici, au niveau des États-Unis, normalement, on encourage les enfants de quitter la maison à 18 ans. Donc, à 18 ans, tu ne peux pas avoir de job. Tu dois avoir le job. Donc, quand tu n'as pas le job,
il y a un problème. Si tu n'es pas handicapé, ou bien, même les handicapés, il y a quand même des jobs qu'on donne aux handicapés. Ça veut dire que l'enfant est déjà en train de penser que, hey, je dois partir de chez papa pour aller chez moi. Et maintenant, si je veux aller m'installer à mon propre compte, pourquoi ne pas sécuriser quelque chose? Parce que la maison aussi, on peut voir ça dans plusieurs sens. Ça peut être un investissement, ça peut être une façon d'épargner ton argent au lieu de louer et donner cet argent à quelqu'un d'autre. Donc, moi, je me dis que si des gens essayent de regarder et voir l'avantage d'être propriétaire, ce ne sera pas un problème. Et puis, à l'âge de 30 ans, même si, je ne dirais pas que c'est déjà très loin, mais même à partir de 21 ans, 22 ans, un jeune discipliné peut vraiment s'organiser et trouver beaucoup de résultats. Parce qu'on voit comment ils sont en train de trouver des résultats dans beaucoup de domaines. Beaucoup de jeunes de 30 ans sont véhiculés. Ils ont des véhicules de 30 millions, de 25 millions, que ce soit à l'Occident. Ici, à l'Occident, ils ont des véhicules de 50 000 euros et tout ça là. Donc, ce n'est pas un problème de ressources. Et je pense que ton message, c'est un appel, OK, est-ce qu'on peut se focaliser sur ce qui est important? Et puis, on laisse l'autre après. Ou bien alors, on embrasse l'autre domaine avec le temps. Qu'on le veuille ou pas, quand tu nais, tu dois vivre sur la terre. Et tous ceux qui vivent sur la terre payent le loyer. Soit tu es chez toi, ou alors tu vas payer quelqu'un pour avoir une portion. À un moment, papa va te laisser vivre à la maison, ou tu vas sortir, commencer à payer le voisin ou quelqu'un d'autre. Et moi, je me dis, mais pourquoi ne pas mettre l'argent sur un truc qui peut te revenir pour ton futur? Le système américain, beaucoup qui ne gagnent pas beaucoup, c'est leur maison qui devient leur fortune dans le futur. Donc, il prend une maison, il se dit, OK, je paye en 30 ans, à 40 ans, j'aurai au moins 400, 500 000 $ que je peux cacher dans ma maison. D'ailleurs, leur maison devient la banque. Parce qu'à tout moment, tu peux aller prêter l'argent dans la maison. Donc, le refinancement. Le refinancement. Donc, il y a beaucoup d'angles pour revoir cette affaire de maison. Et quand tu essayes de bien réfléchir, tu vois que, mais attends, c'est un investissement stratégique. C'est très, très stratégique. Ouais, que d'aller en location, quoi. Alors, Raphaël, tu dis que, en réalité, les jeunes qui ne sont pas propriétaires, c'est parce qu'ils ont d'autres focus. C'est ça. C'est-à-dire que les mêmes jeunes qui ne sont pas propriétaires ont des voitures. Les mêmes jeunes, moi, je connais des jeunes, ils vont se reconnaître ici parce que depuis que ce sujet a commencé, mon téléphone ne respire plus. Les mêmes jeunes qui ne sont pas propriétaires viennent en vacances à Paris. Et en business, hein? En business. C'est-à-dire, les mêmes jeunes qui ne sont pas propriétaires ont des voitures. J'ai fait une émission à la radio au Cameroun. Je me rappelle, elle est virale maintenant sur Internet, dans laquelle j'avais une présentatrice en face de moi parce que c'était pour parler de finances personnelles. Et elle a parlé de sa situation. Oui, j'habite à Bonapriso, j'ai une voiture, mais la vie est très dure, les salaires ne suivent pas, comment on s'en sort? Je lui ai dit, est-ce que vous êtes même au niveau où vous devez avoir une voiture? Elle dit, comment ça? J'ai dit, oui, parce que dans la vie, la voiture, ce n'est pas la première chose qu'on doit acheter quand on veut avoir une bonne gestion des finances. Il y a des choses que tu dois asseoir avant de penser à acheter une voiture. Le problème de beaucoup de jeunes aujourd'hui et de personnes, c'est que tu n'as pas encore sécurisé ce que tu dois avoir avant d'avoir la voiture et tu as déjà la voiture. Donc, du coup, en réalité, ta voiture est la démonstration que tu gères mal ton argent. Exactement. Parce que quand tu as une voiture, en réalité, Raphaël, il faut qu'on le dise, et ça va toucher les gens, mais quand tu as une voiture, tu ne dois pas avoir de problème pour payer le carburant. Bien sûr. Bien sûr. Or, je connais des gens qui ont la voiture, mais qui passent le temps à demander aux gens de les aider à payer le carburant. Et je pense que c'est même un très bon point. Est-ce que tu as déjà vu un taximan qui demande l'argent pour payer le carburant? Non. Hein? Non. Un taximan ne peut pas te demander l'argent pour payer le carburant. Pourquoi? Parce que la voiture, c'est un access pour lui. Je n'ai jamais entendu un taximan demander l'argent pour le carburant ou même pour arranger sa voiture. Parce que la voiture lui donne l'argent. Donc, il a l'argent. Maintenant, si tu achètes la voiture parce que tous tes amis ont la voiture, tu viens de créer un liability.
quelque chose qui prend l'argent de tes poches et Tout tu à n'as fait. pas d'argent. Donc, je préfère partir de la poste centrale pour Essos à 100 francs que de conduire ma voiture et dépenser 1000 francs. Parce que conduire ta voiture, c'est 1000 francs. Et tu es seul dedans.